Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes dans la joie de vous avoir aujourd'hui le 4 janvier 2019. 4 janvier, c'est une date spéciale en RDC. C'est une date historique parce qu'il y avait eu la révolte de militants de la BACO, mais aussi cela était une révolte qui est allée au-delà des limites de la BACO. Les autochtones, les indigènes, donc les Congolais de souche, après un match de football, il y avait eu des incidents suite à un discours fait par le président Kasavubu et les gens en avaient marre et il y avait une révolte. Mais nous allons faire une émission spéciale, Dieu voulant, aujourd'hui même, sur ce qui s'est passé réellement à cette période-là. Nous allons un peu parler de l'indépendance parce qu'il y a eu beaucoup de révoltes avant cette révolte-là. Il y a la révolte des Batetela, des Bapende, il y a des révoltes, par exemple, dans les Maniema aussi, il y a eu des révoltes. Alors, pendant la période coloniale, il y a eu beaucoup de tentatives de révolte. Mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous avons des sujets à traiter aujourd'hui. C'est la visite du cardinal Ambongo à Béni. Donc, nous allons beaucoup plus parler de ces déclarations. Et le deuxième sujet, nous allons parler de l'impact du conflit Israël-USA contre l'Iran en RDC. Et vous savez, on a tué un général iranien, Qassem Soleimani, qui a été tué avec un autre général. Et nous apprenons que les USA sont allés plus loin pour bombarder une milice chiite en Irak. Alors, les Hezbollah sont, vous savez, c'est un mouvement politico-militaire qui est proxy à l'Iran. Et vous savez, les Hezbollah sont au Congo aussi. Alors, nous allons essayer un peu de parler aussi de ça. Ensuite, le troisième point, c'est les divers. Bon, dans les divers, c'est là où nous trouvons tout. Et souvent, il y a des gens qui nous posent des questions qui ne sont pas dans les cadres des sujets que nous avons sélectionnés. Alors, nous allons mettre ça dans les cas des divers, c'est-à-dire les gens sont libres de nous poser des questions d'actualité, même un sujet de l'histoire politique du Congo. Nous allons voir dans la mesure du possible si nous pouvons répondre et si nous ne pouvons pas, nous allons faire une promesse pour nous informer davantage, faire des recherches, faire parler des sources, consulter d'autres sources, faire des documents, et ainsi nous pourrons apporter des réponses appropriées par rapport aux questions qui seront posées. Alors, cardinal Ambongo Fridolin, archevêque de Kinshasa, avait effectué une visite qu'il a appelée une visite pastorale dans le territoire, dans la province du Nord Kivu, particulièrement à Goma et dans le Béni-Boutembo. Et c'était en cette fin de l'année qui vient de s'achever, donc 2019. C'était pour aller consoler ces populations qui sont victimes de violences de toutes sortes. Vous savez, il y a des tueries à Béni, ce n'est pas quelque chose que nous révélons, c'est l'actualité. Il est allé et il ne s'est pas limité, il y a eu la messe, mais il a pu s'enquérir de la situation. Et tout au long de sa visite, il a fait certaines déclarations. Et quand il est rentré à Kinshasa, il a tenu une conférence de presse où il a expliqué à la presse, il a donné sa perception du conflit et il a proposé des pistes de solutions. Nous avons suivi toutes les déclarations du cardinal Ambongo et nous avons pu avoir le résumé sur sa conférence de presse. Nous avons hier je m'excuse beaucoup, je n'ai pas la vue de ceux qui se sont branchés, mais je peux voir qu'il y a déjà 22 personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, ce qui est vrai. Je ne vois pas
des gens qui se sont branchés. C'est pour cela que j'ai échappé aujourd'hui à la tradition qui veut que je cite les 10 premières personnes qui se connectent. Mais, en tout cas, je peux voir sur mon moniteur que à peu près une vingtaine de personnes, plus de vingtaine qui sont déjà branchées. Si vous pouvez faire des likes, bien des j'aime, comme ça va me servir de feedback. Mais je crois qu'il y en a déjà, je crois qu'il y a des salutations. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai appuyé. J'ai peur de manipuler pendant que je fais encore l'émission là, de peur de perdre, que ça puisse provoquer une rupture. Voilà. Mais je peux voir qu'il y a des gens qui me suivent. En tout cas, ça, j'en suis sûr. Alors, je disais que le cardinal Ambogo a fait cette visite au plus fort, j'allais dire, des tueries qui se tiennent, qui se passent à Béni. Et cette visite est venue après celle de Martin Fayoulou, qui est le président de l'ECD, et avec M. Adolphe Mouzito, qui est membre, qui a son parti, Nouvel Élan, je crois, et membre qui est l'actuel président de la Mouka, pour ceux qu'il en reste. Il faut dire les choses clairement. Et ils sont allés à Béni, et c'était pendant la Saint-Sylvestre, donc la fête de Noël. Avant le départ de Fayoulou et Mouzito, Mouzito avait parlé aussi à la presse, où il a fait une déclaration qui a donné lieu à un débat, il faut le dire. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il estimait que pour mettre fin à cette guerre, la RDC devrait attaquer militairement les Rwandais et même essayer de l'annexer. Voilà. Donc, vous connaissez, on a parlé de ça. Et quand ils sont arrivés à Béni, je m'attendais, s'il était très sérieux, très engagé, très convaincu de ce qu'il disait, qu'il répète dans son discours les propos qu'il a tenus devant la presse et qu'il les tienne devant le public de Béni. Il ne l'a pas fait, donc nous avons expliqué comment c'est une communication qui séduit, hein, parce que les gens sont exaspérés que les tueries continuent à Béni, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pendant qu'il était Premier ministre, il n'avait pas pu assurer la sécurité, sécuriser l'Est de la République. Il s'y était rendu. Donc c'est une opération purement politique contre le pouvoir en place, c'est-à-dire contre le pouvoir, le leadership de Félix Tshisekedi, hein, qui est associé dans le cadre de Cash FCC, dans une coalition gouvernementale avec Kabila et sa famille politique. Alors, Monseigneur Ambongo arrive là-bas, à Béni, sa première déclaration, il dit « Nous pensions que, avec l'avènement du nouveau régime, qu'il y aura, les conflits vont terminer, il n'y aura plus de tueries. » Bon, nous avons lu ça et nous avons relayé sur notre page, mais nous avons analysé. Donc, ces premières déclarations laissent entendre qu'il y a il a même dit qu'il y a une déception, c'est-à-dire, ça sous-entend que l'avènement de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays, et puis le gouvernement des coalitions qui est là en place, dirigé par M. Ilunga, le Premier ministre, pour Cardinal, ce qu'il dit, c'est-à-dire ces changements n'a rien changé, my goodness, n'a rien changé par rapport à ce qui s'est fait. Excusez-moi, je recevais là un appel, donc avant cette émission, personne ne m'a appelé, pendant l'émission, on m'appelle. Donc, oh my goodness. Alors j'étais en train de dire que voilà, donc, c'est ce qui est arrivé à Béni, voilà. Donc, le cardinal arrive, il fait ses premières déclarations qui sont des natures à montrer à l'échec du gouvernement. Alors, c'est vrai que bientôt, ça sera une année, mais quand on regarde, ces conflits est là depuis plusieurs
décennies. Je dis bien décennies. Hein? Donc, ça fait, quand je dis plusieurs décennies, donc il y a une décennie et quelques années. Pour être précis, pas plusieurs décennies, mais une décennie et quelques années. Les ADF NALU, hein, qui sont une coalition des mouvements rebelles contre le pouvoir des Kampala, sont là depuis l'époque de Mobutu. Et d'après des rapports crédibles, nous avons produit un document du gouvernement canadien, d'une agence canadienne, que nous voilà, les ADF NALU étaient au Congo, se servant du Zaïre à l'époque comme base arrière pour déstabiliser le gouvernement des Kampala. Et en s'établissant au Congo, Mobutu les a rassemblés, leur a donné 2 moyens militaires et même des moyens financiers pour qu'ils aillent déstabiliser les pouvoirs de Yoweri Kaguta Museveni, sans oublier que le pouvoir de Yoweri Kaguta Museveni établi en Ouganda est là grâce aussi au concours, hein, je dis bien aussi au concours de Mobutu, donc du Zaïre à l'époque. Il y avait la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Tanzanie, les Kenya et les Zaïre qui avaient contribué à l'avènement de Museveni au pouvoir. Maintenant, quelques années plus tard, Mobutu comprend que ce pouvoir qu'il avait appuyé de Museveni et travaille contre lui. Mobutu veut déstabiliser Museveni. Alors, maintenant, ce conflit, je disais, date de très longtemps. Et maintenant, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, quand il arrive, Tshisekedi, Félix, fait de la fin de ces conflits une priorité. Non seulement à Béni, mais à l'est de la République. Hein. Donc, il dit que c'est une priorité de son programme. Et il a répété encore lors de son discours de présentation de vœux à l'occasion de la fin de l'année 2019. Et il ne s'est pas limité à dire comme ça. On a vu qu'il a mobilisé plus de moyens, des moyens militaires, plus que ce que Kabila avait fait, pour éradiquer les groupes armés qui sont en train de s'aimer la mort et la désolation à l'est de la République. Maintenant, est-ce que le résultat donné, c'est le résultat escompté? En tout cas, jusque-là, on dira non, mais sur le plan de moyens, l'effectif militaire, les moyens mis en place, on peut dire qu'il y a un changement. Et en plus, quand on regarde, parce qu'on ne fait pas attention au nombre des miliciens des groupes armés qui sont en train de quitter les territoires, qui sont défaits. Hein. On a vu des chefs, des chefs des groupes armés importants être soit liquidés physiquement, soit arrêtés. On ne fait pas attention au nombre de ceux qui sont liquidés physiquement, vaincus militairement par notre armée, éradiqués, et ceux qui se rendent. Ils se rendent en venant avec des armes. Donc, il y a un arsenal impressionnant quand on regarde aujourd'hui, venant du camp des groupes armés. Nous ne disons pas qu'ils ont tout rendu, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup des éléments de groupes armés qui se sont rendus au FARDC. Et dans ces groupes armés, il y a aussi des Maïmaï, c'est-à-dire des Congolais des souches, qui s'étaient érigés contre des groupes armés étrangers pour défendre les populations locales. Mais c'est comme s'ils ont entendu l'appel du chef de l'État, qui ne peuvent plus prendre la sécurité de leur propre population entre leurs mains, parce que l'État vient combler ces vides-là sécuritaires en augmentant les moyens. Évidemment, il y a aussi des dialogues qui se font pour que les gens se rendent. Et voilà. Donc, sur ce point-là, on peut dire qu'il y a une évolution, mais les tueries, il faut les reconnaître. Par contre, ont connu une sorte de montée et nous avons pu expliquer que non, écoutez, c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre classique. Les FARDC n'ont pas affaire en face d'eux des groupes armés qui se battent comme une armée classique, comme une rébellion classique. Ils procèdent à des méthodes plutôt terroristes. Ils s'infiltrent dans la population
Parce que dans les groupes armés, autant du côté des groupes armés étrangers que des groupes armés locaux, donc prenons l'exemple des Maï Maï, vous avez des éléments qui sont dans la population, hein, ou qui jouissent quelque part aussi de la complicité des populations dont ces mouvements sont issus. Alors, ce qui rend l'identification de ces groupes armés et de leurs éléments un peu compliqué, parce qu'à un moment donné, ces groupes se dissimulent, leurs éléments se dissimulent dans la population. C'est un élément très important à prendre en compte pendant qu'on fait l'analyse. Alors, les cardinals, il a passé des temps, après ces déclarations vont évoluer. Il dit, bon voilà, voilà l'armée est en train que la population doit faire confiance à l'armée, hein, et parce que le piège de l'ennemi, c'est d'essayer d'opposer la population, l'opinion congolaise, à son armée qui sont les FARDC. Donc, il y a de ce point-là une évolution. Pourquoi? Parce que l'armée relève du gouvernement. L'armée a un commandant suprême, qui est le président de la République. Donc, sur ce point-là, j'ai dit donc, il y a une évolution. Et c'est ici l'essence de ce que je disais, que nous, voilà, le cardinal Ambongo a besoin d'un conseiller en communication. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont donné une signification, j'allais dire du genre un peu polémique à ce que j'ai mis sur mon mur. Non, c'était plutôt, je me disais que non, il disait des choses et à un moment donné, il dit une chose par rapport à une portion de la réalité, et quand cette portion s'agrandit de la réalité, il était obligé d'évoluer. Et on a l'impression qu'il s'est contredisé, parce que vous ne pouvez pas, d'une part, essayer de montrer l'échec du gouvernement, hein, donc du président de la République et du gouvernement, et d'autre part, dire que notre armée est en train de faire un bon travail, que la population doit soutenir cette armée. Parce que l'armée fait partie, hein, c'est un corps qui est sous les commandements du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Défense et du chef d'état-major. Mais le commandant suprême, c'est le chef de l'État. Donc, on ne peut pas dire que, d'une part, le gouvernement n'a rien fait, mais d'autre part, on dit que l'armée est en train de se battre. C'est une contradiction. Et le cardinal Ambongo, ce n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas de monsieur Ambongo, Fridola Ambongo. Je parle du cardinal parce qu'il est allé là-bas, non pas seulement comme citoyen congolais, mais en tant que chef religieux d'une grande organisation religieuse au Congo. L'une des grandes, parce qu'aujourd'hui, les catholiques n'ont pas le pourcentage qu'ils avaient de membres dans la population congolaise. Ils sont en dessous de 50%. 50% de la population congolaise, moins de 50% sont catholiques. Mais néanmoins, ça reste une grande organisation, une organisation qui a une longue histoire dans notre pays, dans les bons tout comme dans les mauvais sens. Et on connaît l'implication de l'Église catholique dans tout ce qui est œuvre sociale. Et donc, ils ont contribué au développement des populations, par exemple les sociales, la santé et même l'agriculture, j'en passe. Donc, c'est une grande organisation qui a un impact réel sur la population de base. Alors, Monseigneur Ambongo, un cardinal, pardon, il n'y a pas longtemps, excusez-moi, il n'y a pas longtemps qu'on l'a créé cardinal par le pape. Alors, le cardinal Ambongo est allé là-bas en tant que pasteur, c'est-à-dire en tant que chef religieux. L'Église catholique est une église, comme ils appellent même, Église catholique universelle. Alors, après, il dit que non, notre pays est sous menace de la balkanisation. C'est un discours que l'on connaît. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que ça fait alors déjà plus de 20 ans, plus de 20 ans que notre pays, on dit que la RDC, il y a un complot pour balkaniser la RDC. Mais là-dessus, il faut que les gens comprennent quelles sont les raisons pour lesquelles certaines forces, pas toutes les forces, voudraient que la RDC soit balkanisée.
Quelles sont les raisons? Il y a des raisons purement, j'allais dire, pour des raisons administratives, hein, pour des raisons de développement, d'efficacité des politiques de développement, mais il y a aussi des raisons, j'allais dire, des raisons d'hégémonie, des volontés expansionnistes de certains pays voisins qui sont appuyés par certaines puissances internationales. Hein? Ça, c'est une vérité. Et ce n'est pas aujourd'hui. Déjà, au lendemain de notre indépendance, le gouvernement Lumumba fera face, le tout premier gouvernement de Lumumba fera face à deux sécessions. La sécession du Katanga et la sécession du Sud Kasaï. C'était ces deux entités s'étaient déclarées comme étant deux pays souverains qui ne dépendaient plus du pouvoir central de Léopoldville. Plus tard, quand Lumumba finalement sera déposé, il y aura une autre sécession dont on ne parle pas beaucoup. Quand vous prenez l'Est de la République, hein, une bonne partie de l'Est de la République et un peu aussi le centre, avec les Moulélés, avec les beignets, tout ça, les Lumumbistes vont occuper une bonne partie du pays et l'administrer. C'était aussi une sécession parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le pouvoir central qui était à Kinshasa, entre autres Kasavubu et Mobutu qui étaient là. Donc, déjà on voit que cette menace de la balkanisation du pays n'est pas seulement le fait du Rwanda, hein, et de l'Ouganda, mais c'est quelque chose qui était là depuis l'indépendance. J'ai même parlé à un vieux qui m'a dit, je lui avais prêté un livre, il m'a dit qu'il avait consulté les archives d'une compagnie qui était basée, une compagnie britannique qui était basée en Zambie, Rhodésie, je crois, Rhodésie du Nord, à l'époque, oui, Rhodésie du Nord, que déjà il y avait, avant même l'indépendance, on voulait que le Congo soit coupé avant l'indépendance. Vous aviez un grand nombre des Occidentaux, des expatriés, hein, qui étaient au Katanga et dans le Kivu. Hein, dans le Kivu. D'ailleurs, le climat du Kivu et le paysage du Kivu avait fait rappeler à certains Occidentaux un peu les climats de l'Europe. On voulait en faire une sorte de suite, c'est-à-dire ils déversaient un plus grand nombre d'Occidentaux, tout comme dans les Katanga. Dans les Katanga, c'était pour des minéraux. Dans les Kivu aussi, c'était les climats, l'agriculture. Mais on découvrira plus tard, le minerai aussi était un enjeu. Donc, il y avait cette volonté de balkaniser la RDC. Mais on peut encore aller plus loin dans l'histoire, dans le passé. La conférence de Berlin, quand vous regardez, la RDC a dû faire l'objet d'un consensus entre les puissances qui s'en disputaient, entre autres. Le roi Léopoldé, c'était un dirigeant à qui on avait donné les Zaïre ou les Congo par consensus. Comme des pays occidentaux venaient de sortir des guerres, tout ça, alors ils ne voulaient pas s'entre-déchirer à cause des nouvelles terres qu'ils avaient conquises, notamment en Afrique. Hein. Alors, ils souhaitaient ne pas entrer en guerre. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a eu des conflits entre des grandes puissances liées aux terres qu'ils ont, les conflits à proxy, tout ça. Donc, quand vous regardez la guerre des Malouines entre les Britanniques et l'Argentine, mais on peut voir que l'Espagne n'était pas du côté de Grande-Bretagne. Hein? C'est là un conflit qui relève de la colonisation, de l'héritage colonial. Ce qu'il y a entre l'Inde et le Pakistan, hein, ce qu'on appelle les conflits de Cachemire, on peut voir aussi que c'est un résidu, un conflit résiduel de l'héritage colonial. Quand vous regardez entre la Chine et l'Inde, il y a le territoire qu'on appelle de Bhoutan. Hein? C'est le même cas. Hein? Donc, je peux donner un certain nombre de conflits comme ça, et notre pays, quelque part, avait connu un peu une telle histoire où les puissances coloniales étaient en conflit
heureusement pour la RDC, on a dû résoudre. Mais quand vous consultez les archives, vous pouvez voir que le Britannique était beaucoup plus intéressé à la balkanisation de la RDC du côté Katanga, hein, pour les minerais stratégiques qui s'y trouvaient. Donc, cette histoire de la balkanisation, sans chercher à banaliser, nous devons faire très attention. Nous devons savoir à quel moment les gens utilisent ça pour se donner une certaine visibilité politique ou pour des dividendes politiques, et à quel moment les gens en parlent réellement par souci de préserver l'intégrité territoriale telle que nous l'avons héritée des colons, donc l'intégrité territoriale de la RDC, et puis chercher à savoir voilà, il y a un véhicule qui passe. Et à quel moment c'est utilisé aussi dans la diaspora par certains mouvements pour devenir un fonds de commerce. Donc les motifs sont très divers et très différents. Alors, j'ai eu l'impression, moi, que Monseigneur Ambongo, peut-être sans le vouloir, dans son discours, dans ses différentes déclarations, parce qu'il en a fait un peu, en tout cas 3 ou 4, avant d'aller faire la conférence de presse à Kinshasa, il avait emprunté un peu le discours de ces différents groupes qui parlent de la balkanisation, hein, pour différentes raisons ou pour différents motifs. À un moment donné, ce que les gens oublient, pour appuyer ce que j'ai dit, les gens oublient que sous les règnes de Kabila, je dis bien de Joseph Kabila, hein, l'ancien président, celui que l'on soupçonnait, ou bien les gens disaient, suite à des preuves avérées, entre guillemets, qu'il est celui qui souhaite la balkanisation du Congo, les gens oublient qu'à un moment donné, Kabila s'était servi des discours anti-balkanisation du Congo pour des bénéfices sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Il y a eu des marches sous les règnes de Kabila à Kinshasa et à travers le pays contre la balkanisation. Et pourquoi? Parce que c'était au lendemain des élections chaotiques de 2011, hein, émaillées de tricheries, et Kabila, pour fédérer l'opinion congolaise en sa faveur, suite aussi à la prise des Goma, hein, Kabila va provoquer, va pousser des groupes, certains leaders d'opinion à parler de la menace de la balkanisation. Et lui s'est présenté comme celui qui est contre la balkanisation. Je me souviens, Monseigneur Jomo avait fait une tournée en Europe et aux États-Unis, financée par Kabila. Il était le président de la Senko à l'époque, hein, donc de l'Église catholique. Il est allé au Congrès, il est allé dans plusieurs institutions pour parler de la menace du Rwanda qui veut balkaniser la RDC. Il y a un autre évêque, protestant, méthodiste, qui est l'évêque de Pasteur Ngoï Mulunda, qui avait fait la même chose. Les images existent, des documents existent. Donc vous voyez comment Kabila lui-même, qui était en train de faire les lits de la balkanisation quelque part, lui-même, à un moment donné, va utiliser cet état, cette situation, pour en tirer des bénéfices politiques et diplomatiques. C'est très important. Donc, dans ces jeux-là, il n'y a pas que Kabila. Il y a aussi des leaders de l'opposition qui, pour se faire entendre, pour avoir élargi leur audience, comme l'a fait Mouzito, il fallait qu'il touche la corde de la balkanisation, sans pour autant être sérieux, hein, engagé sérieusement contre la lutte de la balkanisation. C'est pour justement des questions de démagogie, hein, voilà. Et sachant que c'est un sujet sur lequel les Congolais ne peuvent pas rester insensibles. Donc, Monseigneur Ambongo, dans ses déclarations, à un moment donné, ça donnait l'impression qu'il avait emprunté ce discours-là. Et n'oubliez pas, ici, il faut situer les contextes, sa visite
est venue une semaine après celle de Martin Fayoulou et des Mousito. C'est très, très important. Au début, quand il a tenu ses propos, je me suis dit, mais enfin, les cardinals oublient qu'il est allé là-bas en tant que prince de l'Église catholique. C'est très... Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes dans une région où on a connu des génocides, on a connu des massacres. Au Rwanda, lors du génocide qui a eu lieu au Rwanda contre les Tutsis et les Hutus modérés, l'Église catholique, malheureusement, avait joué un rôle qui avait terni son image jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a pas longtemps, le pape, l'actuel pape au Vatican, avait présenté des excuses à Paul Kagame à cause du rôle joué par l'Église catholique pendant les génocides au Rwanda. Parce qu'il y avait des déclarations, parce qu'il y avait des attitudes, parce qu'il y avait la discrimination quand on accueillait des gens qui venaient se réfugier à l'église. Il y a des gens que certains prêtres ont livrés à ces criminels qui étaient à la recherche des Tutsis et des Hutus modérés. C'est très important et que les gens aient ça en mémoire. Pourquoi? Parce que l'image de l'église par après va en pâtir, où l'Église peut en sortir avec une image beaucoup plus honorable. Donc, il revient au cardinal. C'est pour cela que j'ai dit il lui faut un conseiller en communication, beaucoup mieux même, un expert en matière de conflits. Quand il va dans ces genres de visites, bien se renseigner pour ne pas tenir des discours qui peuvent et qui peuvent entacher à sa crédibilité en tant que prince de l'Église. Éviter des discours qui peuvent paraître comme partisans. Pourquoi je dis encore ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on sait qu'il y avait une certaine très forte proximité entre l'Amouka et l'Église catholique. Il n'y a rien à faire. En tout cas, une bonne partie de l'Église catholique, la Senko particulièrement, dont Monseigneur Ambongo était le vice-président. Il avait tenu certains propos contre les nouveaux pouvoirs, dont l'élection de M. Félix Tshisekedi, et au fil du temps, il a évolué. Et tout ça en communication, au finish, ça peut paraître comme si l'Église ne s'en tient pas à une chose, et à une seule. Par après, Monseigneur Ambongo va dire ceci, que non, voilà, bon, écoutez, nous avons des étrangers, des Congolais d'origine étrangère, qui sont venus d'autres pays, qui sont là depuis des années. Avec cela, il n'y a pas un problème, mais ce sont ceux qui s'ajoutent. C'est avec eux qu'il y a un problème, donc on est entré donc, c'est comme qui dirait, on est en train, d'une part, de tuer les Congolais, et on est en train de peupler, de remplacer ces Congolais par des étrangers qui viennent de pays d'où étaient venus ces autres étrangers qui sont là depuis des années, qui sont acceptés comme des Congolais. Et déjà là aussi, c'est une déclaration pas très prudente. Je vais m'expliquer. Et il va ajouter même que le peuple nandais fait l'objet d'une sorte de génocide et tout ça. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, l'affaire de ces rwandophones, parce qu'il s'agit des Hutus, dans le nord Kivu, et dans le sud Kivu, et des Tutsis, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Leur présence au Congo, pour beaucoup de Congolais, bien qu'ils soient là depuis longtemps, beaucoup estiment que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Déjà, le régime Mobutu avait entretenu
un flou terrible par rapport au statut de ces gens. On leur avait donné des avantages pour certains d'entre eux. On leur avait donné des terres. Hein. Je suis en train de peser mes mots. On leur avait donné des terres sous le régime de Mobutu. Ils étaient dans les institutions, même au plus haut niveau des institutions. Ils étaient dans l'armée, dans la police, dans les services des renseignements, dans les entreprises publiques. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler à un fils d'un grand pionnier de l'indépendance de notre pays, qui était dans le groupe d'Mbinza. Parce que vraiment, c'est un gars, Dieu voulant, il va faire une grande émission le 30 juin. C'est un gars qui est très bien informé. Il avait parlé avec son père. Alors, je lui posais la question, j'ai dit, mais les Congolais ne sont pas suffisamment informés, je dis bien suffisamment informés, sur la présence de Bisengemana à côté de Mobutu. Je lui dis, en tout cas, je sais que, bon, il était devenu directeur de cabinet, mais comment il y était arrivé, qui l'avait introduit, pour quelles raisons, lui va me dire, moi j'avais une source, on disait que ce sont des Belges, hein, mais lui me dira, non, en dehors des Belges, celui qui l'a vraiment présenté, c'était l'ancien gouverneur, le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo, donc à l'indépendance, c'est M. Albert Ndele. Parce que je voulais savoir pourquoi Bisengemana n'était pas dans le groupe de Mbinza, par exemple. Hein, donc, je voulais savoir comment... parce que j'ai lu beaucoup de documents sur les missions que ces messieurs a effectuées à l'étranger au nom d'Isaïr. Il était beaucoup plus influent que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et je me pose la question, pourquoi ceux qui ont travaillé dans les services secrets à l'époque n'ont pas vraiment parlé à fond de Bisengemana? Je dis bien à fond. Donc, et Monseigneur dit, il y a infiltration de notre armée. En même temps, il dit que nous devons soutenir l'armée. Bon, c'est un ensemble de contradictions. Hein. Alors, je disais que, qu'est-ce que je dis, Monseigneur? Les cardinals, excusez-moi. Je disais que on doit l'aider. Je ne doute pas de sa bonne foi. Mais on doit l'aider dans sa communication. Parce que le temps est très critique. Sa proximité avec la famille Bemba. Il y a un ami qui m'a promis des éléments très précis, hein, de sa proximité avec la famille de Jean-Pierre Bemba. Tous ces éléments font qu'il doit être prudent dans ses déclarations parce que lui, il est le chef de l'église catholique au Congo, si je peux dire ainsi. Hein? Il est le cardinal. C'est la plus grande dignité au niveau de la nation concernant l'église catholique. Il doit faire très attention avec ses déclarations. Ça peut être mal prise par les uns et les autres. Mais je dois reconnaître qu'il a un statut où il peut jouer un rôle très important pour amener les gens à dialoguer, pour amener les gens à faire la paix, mais aussi pour motiver le gouvernement, aussi pour mobiliser la population. Et il a fait, dans certaines de ses déclarations, il a dit, nous devons soutenir le gouvernement, mais en même temps, il parlait, et soutenir l'armée, mais en même temps, il dit que non, voilà, le gouvernement avait échoué. En plus, il évolue, il dit, il revient au gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour engager les dialogues avec des pays voisins. Il les a cités nommément, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Parce que ce sont ces pays-là dont les populations sont en train d'arriver chez nous et qui font problème. Mais voilà ma question. La crise du Congo, sur le plan international, il y a un cadre dont on se sert pour essayer de résoudre cette crise. Il y a un document de référence. La crise du Congo et des Grands Lacs, il faut préciser ça. C'est les documents qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord de paix. J'ai déjà expliqué un peu l'historique de cet accord.
ce n'est pas vraiment l'ONU qui l'a pondu, ce sont les Américains. J'étais en train d'expliquer à un ami, j'ai dit, les nations sont conduites par l'intérêt, comme on dit en anglais, hein, nation are driven by interest. Chaque chose qu'un pays fait, ce pays-là le fait par rapport à son intérêt. Même si vous n'avez pas encore identifié l'intérêt, mais c'est un principe, il faut se dire que tout ce qu'un pays fait, il le fait par rapport à son intérêt. C'est une loi, pour ainsi dire, pour exagérer. Alors, quand les Américains ont confectionné cet accord, nous, on s'y était intéressés. Malheureusement, beaucoup de Congolais, quand ils parlent de la crise du Congo, ils ne se réfèrent ni à l'histoire de cette crise à l'est du pays, ni même aux documents internationaux qui servent à la résolution de cette crise. Ils ne lisent pas ces documents. Or, ça c'est la ligne tracée par la communauté internationale, pour être clair, par les États-Unis. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas se permettre de sortir de cette ligne. En tout cas, s'ils le font, ça sera une exception, mais leur politique pour résoudre la crise au Congo, c'est ces documents-là. C'est très important. J'ai toujours dit, les dialogues viennent de ces documents-là. Les dialogues qu'on a eu au Congo, que Kabila a cherché à organiser à sa manière, tout ça, vient de ces documents-là. Alors, quand vous lisez ces documents-là, vous allez voir quelque part, on dit que des réfugiés congolais qui sont allés au Rwanda et en Ouganda, dans le cas de ces documents, c'est recommandé qu'ils puissent retourner dans leur pays. Or, quand il y a eu la guerre de l'AFNEL, la guerre de RCD et tout ce qu'il y a comme insécurité suite à la présence des groupes armés, et il y a eu des populations qui se sont déplacées à l'intérieur du pays, c'est ce qu'on appelle les populations, les réfugiés internes, c'est-à-dire vous êtes du Kivu, du sud Kivu, vous vous retrouvez au nord Kivu quelque part parce que chez vous, il y a la guerre dans votre contrée. Vous êtes du Kivu, vous quittez le Kivu, vous venez à Kinshasa, vous vous déplacez parce que vous avez fui l'insécurité. Donc, nous avons des déplacés internes. Mais nous avons aussi des gens qui sont sortis des limites de nos frontières, qui sont allés dans le pays voisin, même plus loin, même en Afrique du Sud, en Afrique australe, même au Zimbabwe, même en Zambie, même au Malawi, même au Botswana, en Namibie, Lesotho. Si vous allez dans le nord du Congo, nord-ouest, à l'équateur, vous avez des Congolais qui sont allés réfugier en République centrafricaine, au Congo-Brazza, et certains sont allés même plus loin jusqu'au Gabon, d'autres c'est au Cameroun. Donc, chaque conflit qui vient crée cette situation des déplacés internes et des gens qui quittent le pays pour aller ailleurs, dans d'autres pays. Je peux vous ajouter l'exemple. Vous avez, prenons l'exemple le plus récent, des conflits de Kamwina Nsapu dans les Kasaï. Mais on a eu des réfugiés internes, des gens qui ont quitté les Kasaï, d'abord certains territoires, leur territoire d'origine, pour aller dans d'autres territoires à l'intérieur du Kasaï, d'autres qui sont allés jusque dans le Bandundu, mais vous avez aussi des gens qui sont allés en dehors du pays, en Angola. Maintenant, dans cet accord, il est dit que ces réfugiés doivent rentrer au Congo, que le gouvernement congolais et de pays où vous avez ces réfugiés congolais, où ils sont allés, il faut qu'ils travaillent ensemble pour créer les conditions de retour de ces réfugiés dans leur milieu d'origine, avec bien sûr l'assistance de la communauté internationale, en l'occurrence les HCR et d'autres agences des Nations Unies. Maintenant, la question, elle est pertinente. Je suis en train de me dire, sans oublier le fait qu'il y a des gens qui viennent s'ajouter aux Hutus et aux Tutsis
et se faire passer pour des Congolais alors qu'eux n'étaient pas là pendant plusieurs années. La question que je me pose, quand il y a eu des conflits, tous ces conflits que j'ai cités, les populations des souches congolaises se sont déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, les populations venues de pays voisins, et aussi, il y en a qui se sont déplacés à l'intérieur du Congo. Et il y en a aussi qui se sont rendus dans des pays voisins. Vous avez au Rwanda des Tutsis qui sont là-bas considérés comme des réfugiés parce que on dit que ce sont des citoyens congolais. Je parle du Rwanda. Le même cas aussi en Ouganda, même jusqu'en Tanzanie et Kenya, et j'en passe. Donc, qui ont fui la guerre comme, je parle des civils, qui ont fui la guerre comme des Congolais de souche. Maintenant, quand on dit les retours de ces réfugiés, comme l'a recommandé le document dont je vous ai parlé, donc de l'accord cadre, ces retours-là ne comprennent pas seulement des Congolais de souche. Parmi les gens qui vont rentrer, il y aura aussi des Congolais, prenons le terme du cardinal, donc des gens qui sont venus d'autres pays voisins, mais qui sont là depuis des décennies et qui sont considérés comme des Congolais. Je reprends les termes du cardinal. Ces gens-là aussi avaient fui et aussi vont rentrer. Maintenant, quand ces gens-là viennent, s'il n'y a pas un contrôle, ils peuvent être pris pour des gens qui viennent occuper les territoires congolais. La grande difficulté dans ces conflits, c'est quoi? Il y a une dimension ethnique qui ne dit pas son nom, mais qui est régionale. Quand je parle ethnique, ça, je pense d'un seul pays, c'est-à-dire qui est régional. Les Hutus qui sont au Congo depuis des années, parce qu'il y en avait un qui était dans le gouvernement de Lumumba. Ces Hutus, bien qu'étant considérés comme des citoyens congolais, et c'est le cas aussi des Tutsis, particulièrement dans les Nord Kivu, bien qu'ayant résidé pendant longtemps au Congo, ces Hutus, après des générations, continuent à entretenir des relations, des fraternités avec des Hutus du Rwanda, du Burundi. Au point que quand les Hutus du Rwanda et du Burundi viennent chez nous, et ils sont des étrangers, là je dis, je prends les termes du cardinal, hein. Ces gens-là, quand ils viennent, ils s'associent aux Hutus et Tutsis qui sont là depuis des années sur nos territoires pour faire face contre les autochtones parce qu'il y a un problème de ce qu'on appelait dans cet accord land issue, donc un problème des terres. Toutes ces populations, quand elles viennent après des années, là où elles se sont établies, au fur et à mesure, après que les années passent, elles estiment que cette terre-là leur revient. Je ne dis pas que ça leur revient des droits, mais elles estiment que cette terre, parce que c'est ça les vrais problèmes qu'il y a aussi dans ces conflits. Quand vous attendez, on parle de l'extermination, entre guillemets, de Nandé, hein, la communauté Yari Nandé, qui les extermine? Qui les tue? Ce sont les populations venues du Rwanda depuis des années et celles qui se sont ajoutées à celles qui étaient là depuis des années contre les autochtones parce qu'ils se posent maintenant un problème, ils revendiquent des terres. Les autochtones disent non, vous pouvez avoir la citoyenneté congolaise, mais les terres, vous ne pouvez pas dire qu'elles vous reviennent. Ça, c'est une dimension et je vous recommande de suivre
un débat qui était sur Top Congo, où il y avait des députés du Nord Kivu. On a fait parler aussi le gouverneur du Nord Kivu et puis un acteur de la société civile, un acteur majeur du Nord Kivu. Vous sentez que les deux députés, parce qu'il y avait un député nandais et il y avait un autre député qui n'était pas nandais, le député nandais disait que non, il y a un génocide qui s'est fait contre les Nandais. Mais qui a intérêt, parce qu'il y a un grand principe dans l'enquête, quand on fait les enquêtes, on dit à qui profitent les crimes. D'abord, c'est qui a intérêt à ce qu'on extermine les Nandais. C'est d'abord ces populations venues du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda depuis des années contre les autochtones. Ça, c'est un problème, un conflit qui existait depuis longtemps. Et pour en venir même, parce que nous parlons aussi du cardinal, donc de l'Église catholique, pendant la période coloniale, l'Église catholique avait facilité, je reprends, il y a un document, des documents, l'implantation entre guillemets, parce qu'à l'époque, ils étaient considérés par tous comme étrangers, de ces populations. L'Église catholique leur avait reconnu la citoyenneté. Les documents existent. La citoyenneté congolaise. Bien avant même que Mobutu puisse leur accorder la nationalité de manière collective. Je parle ici pendant l'administration coloniale. Moi, j'ai un ami dont le père a fait 43 ans dans la territoriale. Je ne vais pas citer son nom. Il était, à l'époque, commissaire des zones à Goma, dans le Nord Kivu. Il avait eu des problèmes parce qu'il avait fait un rapport sur la manière privilégiée des traitements que recevaient les Tutsis dans le Nord Kivu auprès des prêtres catholiques expatriés et des expatriés qui étaient là dans le Nord Kivu. Il a fait un rapport tout simplement, il a constaté qu'on leur accordait et ça c'est dans les années 70. Hein, dans les années 70. Il a fait rapport à la hiérarchie, ce rapport est allé jusqu'à la présidence. Et quand Bisengemana, qui était à la présidence, a vu ces documents, le papa de mon ami était convoqué à Kinshasa pour aller s'expliquer. Heureusement, il avait aussi des connexions dans l'entourage du président. C'est comme ça que, bon, finalement, on lui a dit, il ne faut plus faire ça parce que ça ne rentre pas dans les cadres de tes missions, hein, dans l'exercice de tes fonctions là-bas. Nous sommes dans les années 70. Et cette affaire, quand j'en parle ici, il y a des gens qui sont encore en vie, hein, tels que Henri Thomas Lokondo, qui connaissent cette affaire. Donc, c'est un processus. Il y a eu l'implication de beaucoup hein? Alors, et je vous épargne pendant la guerre du Nord Kivu, hein, les rôles qu'avaient joués les monseigneurs, je crois Faustin Gombo, quelque chose comme ça. Donc, au sein même de l'Église catholique, on peut sentir qu'il y a des forces, hein, qui sont parfois antagonistes autour de ces conflits, ou bien alors des forces qui sont alliées. Hein. Donc ces conflits se répercutent même au sein du clergé. C'est très important ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit, je crois, le cardinal c'est un homme très instruit, tout ça, mais j'ai dit, il doit faire très attention. L'Église catholique qui a dénoncé par un document récent, donc la hiérarchie catholique dans le Nord Kivu, qui a dénoncé cette affaire des tueries contre les Nandais, de la balkanisation. Vous savez, le père Mathieusi, l'abbé Mathieusi avait été tué. Mais l'abbé Maloumalou, il vient de ce diocèse-là. Il était protégé par l'évêque qui est là. Vous voyez, donc, il y a un jeu double. Même au sein de l'Église catholique, ils ne parlent pas le même langage autour d'un conflit, même si par moment,
les communiqués qu'ils font engagent toute l'Église, mais dans l'action, ils n'ont pas le même langage. Les dernières élections ont prouvé les dissensions, les clivages au sein de l'Église catholique. On a vu les évêques et les catholiques de l'espace Kassai tenir une position contraire à celle de la Senko. C'est une réalité qui est dans l'Église. On a vu l'Église catholique des élections de 2011, 2006, 2011, les positions qu'ils ont prises. Mais les cardinals Etchaou et Monseigneur Mosengo à l'époque, ils étaient isolés par la majorité des évêques quand ils ont dénoncé la tricherie de 2006. En 2011, c'est la même chose. Monseigneur Mosengo a été mis en minorité par l'ensemble de la Senko, qui était dirigé à l'époque par Monseigneur Jomo. Ce sont des vérités qui sont récentes. Ce sont des vérités qui sont récentes. Donc, compte tenu de tout ça, les cardinals doivent avoir des gens qui, en tout cas des experts en communication, en conflit, qui doivent l'orienter, le conseiller par rapport à ces déclarations. Par rapport à ces déclarations, jusqu'aujourd'hui, l'Église catholique n'a jamais expliqué pourquoi c'était son droit de dire que Martin Fayulu a gagné les élections. La Senko, je parle là de la Senko. Mais l'Église catholique n'a jamais expliqué pourquoi il y avait, par exemple, 3 scores de victoires pour Martin Fayulu. L'Église catholique n'a jamais révélé les noms de l'organisation qui avait fourni des experts en matière électorale qui avaient travaillé avec l'Église catholique. Dernièrement, Martin Fayulu est allé plus loin pour dire qu'il y avait des fuites venues des systèmes informatiques de la CENI que l'Église catholique avait obtenus. Mais comment ils les avaient obtenus? Quels experts ils avaient utilisés? Nous avons essayé de creuser dans cette affaire. On a trouvé qu'il y avait des groupes douteux. Parce qu'avec ces histoires des élections ici, qui sont traitées, dont le processus est traité par l'informatique, tout peut arriver. Il y a un rapport des Américains de 2015 qui disait qu'en Afrique, les élections qui vont se tenir, ces compagnies informatiques vont essayer de manipuler les élections. Un rapport de tous les services secrets, toutes les agences secrètes américaines. Si un pays comme les États-Unis, on arrive à pirater leur système informatique pour manipuler, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les démocrates jusqu'aujourd'hui, la presse américaine, en tout cas une bonne partie, croient que Trump est passé comme président parce qu'il y avait des hackings. D'abord, les systèmes informatiques des démocrates et aussi, il y en a qui le disent, par les Russes. Donc, les Russes ont aidé Trump à devenir président. Ce n'est pas moi qui le dis. Et vous pensez que les systèmes informatiques de la CENI pouvaient échapper. Donc, il y a tous ces éléments, en tenant compte de tous ces éléments, que les cardinals en Bongo doivent faire très attention, surtout que apparemment, il jouit de la confiance des uns des autres. Ça, il faut le reconnaître. On a vu sa proximité par moment à des événements clés tels que lors de sa création en tant que cardinal, bien qu'elle n'était pas représentée au plus haut niveau à la prestation des serments ou à l'investiture de M. Félix Tshisekedi comme président. On a vu la présence du chef de l'État au Vatican, on a vu la présence du chef de l'État au stade, des martyrs. Alors, tout ça, on doit se dire, et puis on voit qu'il est en bon terme avec la Mouka, et on a entendu les gens du FCC dire qu'ils vont se rapprocher, se réconcilier avec l'Église catholique. Et lui-même a dit que l'année 2020, ça sera une année de réconciliation. Et il est en train de prôner les dialogues. Donc, quand je parle de dialogue, c'est-à-dire les gens doivent se parler. Alors, par rapport à ça, parce que le pays a besoin de la paix au sein même des institutions
du pays ou des couches sociales dans la société civile, nous avons besoin de la paix, de l'harmonie, parce que notre pays est en proie à des conflits à l'est de la République. Donc, il doit avoir une vue beaucoup plus globale de ces conflits avant de faire des déclarations, sinon ça va laisser lieu à des interprétations qui peuvent, par malheur, les disqualifier en tant qu'église au milieu du village, si je peux dire comme ça, en tant qu'église au milieu du village. Donc c'est très important, mais je crois que à la fin de, quand il a fait la conférence de presse à Kinshasa, à mon humble avis, ces déclarations étaient beaucoup plus nuancées par rapport à celles qu'il avait tenues avant. Dans sa communication, il s'interdit de citer certains pays qui veulent balkaniser les Congo, même s'il dit quelque part que le président de la République et son gouvernement doivent déployer leur arsenal diplomatique pour engager les dialogues en citant les pays avec lesquels il doit engager les dialogues, mais il ne dit nulle part clairement, dans toutes ces déclarations, il n'indexe ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Burundi, ni la Tanzanie. Or, souvent, ils disent qu'au nom de la vérité prophétique, l'Église en tant que prophète doit dire la vérité, tout ça. Ça aurait été mieux qu'ils poussent le courage à aller plus loin pour indexer les pays voisins qui sont en train de favoriser une telle situation. Je ne nie pas qu'il y a des pays voisins, mais il devrait aller plus loin. Parce qu'il a dit, le prophète ne doit pas craindre de dire la vérité. Et les gens qui vont rentrer, c'est ici où il y a le travail du gouvernement. C'est dire, parce que le gouvernement est tenu à des engagements qu'il a pris sur le plan international. Je parle là de l'État congolais. Il y a des engagements. C'est pour cela qu'on parle de mécanisme de suivi, le mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba. Dans le cas de ces accords-là, le gouvernement est tenu à respecter ses engagements et les gouvernements d'autres pays. Un jour, il faut que les gens le sachent, dans le cadre de ces accords-là, on verra des populations quitter le Rwanda, des réfugiés, pour rentrer au Congo. Et parmi ces réfugiés-là, vous avez des Hutus et des Tutsis. Ça, il faut qu'on le dise. Donc, l'on ne dira pas que c'est le gouvernement ici, suite à la complicité. Non, il faut qu'on dise qu'en respectant les accords, l'accord d'Addis Abeba, que l'Église catholique appuie, parce que les dialogues, c'était les résultats de ces accords. C'était les résultats de ces accords. Et l'Église avait fait la médiation. Donc, il y a un peu tout ça. On doit dire la vérité aux gens. Que voilà les engagements pris, qui sont d'ailleurs appuyés par l'Église. À un moment donné, les présidents de la CENCO, les monseigneurs de Kisangani, avaient demandé à Museveni d'intervenir au Congo pour restaurer la paix. Il y a un communiqué officiel de la CENCO dans ce sens-là. Alors, par moment, il y a des gens qui jouent à ces jeux politiques, ils connaissent les engagements pris par les gouvernements, l'État congolais, mais pour paraître sain devant l'opinion, à un moment donné, il y a un silence ou bien ils jettent la responsabilité sur le gouvernement, question de paraître sain devant une portion de la population ou devant l'opinion congolaise. Ces jeux-là, même les politiciens le font. Je vous ai parlé, par exemple, une fois de comment les leaders locaux même, je parle des Congolais, des souches, cette insécurité à l'Est leur a profité. Je parle des leaders politiques locaux. J'ai aussi parlé j'avais parlé aussi des généraux, des officiers, des Congolais des souches, à qui ces conflits a profité, qui ont même alimenté les conflits. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe. Et si on ne prend pas en compte cet élément-là, eh bien, on aura affaire
à une situation qu'on n'a pas étudiée totalement, et on aura des conclusions d'analyse qui sont partielles et on ne pourra pas donc donner des pistes, des solutions appropriées pour mettre fin à ces conflits. Il y a des ONG, hein, il y a des acteurs de la société civile qui ont profité de cette crise. Qui ont profité de cette crise. Des ONG tant congolaises qu'étrangères. Il y a des gens qui ont monnayé, si je peux dire comme ça, hein, leur allégeance à Kabila, hein, par rapport en jouant la carte de ces conflits. Je disais Moussa Niamouissi, il avait dit dans un journal français, ça existe, j'avais donné des références, comment il avait donné, lui-même dans ses propres termes, il dit, j'avais donné l'Est à Kabila. Donc on a cette complicité complexe, tout ça. Et puis à un moment donné, quand ça ne marche pas, allez, on prend un discours extrémiste. Je dis tout le monde à un moment donné les fait. Mais on doit clarifier les choses. On doit rester, c'est-à-dire l'État doit rentrer dans ses droits. Autant qu'on est en train de dire que des gouvernements étrangers, que là, autant j'ai dit même l'espace politique est infiltré, non seulement des étrangers, mais des gens qui travaillent pas pour l'intérêt du pouvoir congolais, même des autochtones. Même des autochtones. Vous avez des Congolais, des souches, des locaux, hein, qui alimentent les marchés de ces minéraux en Tanzanie. Oh, voilà. Je le savais. Là, j'ai perdu la connexion apparemment.